Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du Parti communiste français. Bonjour à tous. Le grand débat national a pris fin. Qu'en restera-t-il? Sans doute des milliers de cahiers de doléances, des millions de propositions, mais aussi 92 heures de discussion pour Emmanuel Macron, directement face aux élus et aux Français, lors de 16 rencontres. Le président semble avoir réussi la séquence, mais transformera-t-il l'essai? L'espoir est aussi grand que l'attente sur la fiscalité, la citoyenneté, la transition écolo. Les communistes, eux, ont participé aux consultations, redoutant toutefois de voir étouffer les aspirations populaires. On en parlera donc avec Cécile Cukierman, qui est aussi conseillère régionale de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques mots de présentation, puisque c'est la première fois qu'on vous accueille. Oui. Professeur d'histoire géo, c'est ça? Oui, professeur d'histoire-géographie, oui, donc actuellement en détachement de par mon mandat sénatorial, mais oui, enseignante en collège pendant de nombreuses années. Ça fait longtemps que vous n'avez plus de collégiens, combien de temps? Depuis 2011, depuis mon arrivée au Sénat, donc bien évidemment les collégiens changent chaque année, mais bon, j'ai quand même encore... C'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Et on imagine que vous êtes très attentive aux réformes de l'éducation nationale, vice-présidente de la commission des affaires économiques au Palais du Luxembourg, et donc, je le disais, conseillère régionale et même présidente du groupe communiste. Oui. Porte-parole du Parti communiste français, donc sur le plan national, un PCF qui d'ailleurs a un nouveau numéro 1, vous appelez ça vous, secrétaire général, c'est Fabien Roussel, que personne ne connaît. Fabien Roussel, oui, qui est député du Nord, qui a été pendant de très nombreuses années responsable du Parti communiste français dans le Nord, dans le département du Nord, et qui donc depuis le mois de décembre est maintenant secrétaire national du PCF. Je crois que de toutes les façons, comme souvent en politique, quand on renouvelle, quand on remplace, eh bien, il faut aussi le temps de se faire connaître. Il est, je crois en tout cas, très bien connu et identifié dans sa région. Je crois que c'est surtout effectivement un homme de terrain, un élu, quelqu'un qui, comme il se définit lui-même, a les pieds dans la glaise. Et je crois que c'est important, en tout cas, que nous ayons, à tous les niveaux, des gens qui restent en lien avec la réalité locale. Il succède à Pierre Laurent. C'est une succession qui n'a pas été facile. Hein. Mais contrairement à ce que certains pensent, d'abord, le Parti communiste est un parti démocratique. Il y a eu des débats, il y a eu des choix d'orientation, il y a eu un congrès. Et effectivement, après, il y a eu des changements qui se sont exprimés majoritairement par les communistes. Et même si les moments de congrès peuvent être parfois un peu plus difficiles, force est de constater maintenant, un peu plus de 3-4 mois après, que les choses se passent bien et que je crois que la volonté quand même... Pour expliquer, le texte que défendait le secrétaire général sortant a été mis en minorité. Oui, c'est pour ça, quoi. C'était une première. C'était une première. Après, c'est le principe de la démocratie. Et quand on met des choses en débat, eh bien évidemment, si on fait voter, il y a des textes qui peuvent arriver en tête et d'autres qui arrivent en deuxième ou en troisième position. Mais je crois que, et surtout, et je le dis vraiment sans rien minimiser, nous sommes maintenant un peu plus de 4 mois de ce congrès après. Et je crois quand même, et pour être régulièrement présente dans les départements, alors plus particulièrement de notre région, dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais au-delà, que pour la majorité des communistes. L'objectif maintenant est de continuer de construire ce parti communiste du 21e siècle. Il n'y a pas eu de fracture, effectivement. Non, Pierre Laurent a plutôt joué le jeu moi, écoutez, je siège dans mon groupe au Sénat avec Pierre Laurent, on se voit toutes les semaines, on échange, on discute, on travaille ensemble. Donc je pense qu'il y a eu à un moment donné, c'est le jeu d'un congrès, des orientations qui se sont exprimées. Les choses aujourd'hui avancent et par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, il n'y a pas eu de grande fracture avec des départs massifs. C'est dans la foulée de Fabien Roussel que vous avez été du coup nommé porte-parole, co-porte-parole pour être précis. Vous aviez parlé à l'époque d'engagement offensif. Est-ce qu'il y a un besoin de renouvellement, de rajeunissement du Parti communiste? Je crois qu'il y a un besoin de rajeunissement dans la vie politique française. Et les communistes, s'ils veulent Emmanuel Macron l'a largement fait. Oui, mais parce que c'est une demande. C'est pas simplement une opération com. C'est parce que, d'ailleurs, je crois que ce à quoi on assiste ces dernières semaines, cette crise de la politique, c'est même plus des fossés là, qui se creusent entre les élus, les représentants, d'ailleurs, quels qu'ils soient, quelles que soient les formations dont nous sommes issus, quels que soient nos mandats, et le reste de la population est telle que, bien évidemment, les partis politiques, en tout premier lieu, ont besoin de réfléchir à ce renouvellement. Alors, le renouvellement, c'est pas jeter le bébé
bébé avec l'eau du bain, mais ça veut dire qu'effectivement, les communistes, comme l'ensemble des formations politiques, et je crois qu'on le voit d'ailleurs à travers les élections européennes, travaillent, mettent en avant d'autres personnes, mais parce qu'une société évolue, parce qu'il y a besoin non pas de faire du jeunisme, mais il y a besoin en tout cas d'avoir finalement toutes les générations et de n'en exclure aucune dans les directions politiques. Je veux qu'on parle du Parti communiste précisément. On a l'impression qu'il est un peu sorti du jeu de l'échiquier politique traditionnel sur le plan national. Est-ce qu'il ne s'est pas fait ringardiser par la France insoumise ? Écoutez, ce qui est vrai, c'est que 2 élections présidentielles de suite, nous n'avions pas eu de candidats. Et je crois qu'on le mesure peut-être encore plus aujourd'hui, dans cette 5e République et dans cette partie où le quinquennat a pris toute sa place, où l'hyper-personnalisation a pris toute sa place. Est-ce que vous payez le prix de l'expérience de la gauche plurielle, sous Lionel Jospin, par exemple ? Je crois qu'on n'en est plus là. Alors là, je pense que la gauche plurielle a été une expérience. Nous en avons d'ailleurs tiré les enseignements. Et moi, je fais partie en tout cas de celles et de ceux qui disent que les communistes, nous sommes une formation, oui, nous voulons diriger, nous voulons gouverner. Et pour être visible, il faut avoir des candidats à chaque élection. Il faut avoir des candidats à chaque élection. Mais d'ailleurs, je crois que vous me dites un peu sorti du paysage. Oui et non, parce que quand on regarde dans les exécutifs locaux, de partout, il y a encore beaucoup d'élus communistes. Nous sommes encore une formation qui, à l'échelle du pays, a plus de 8000 élus locaux. Nous avons ici même dans ce département encore un certain nombre de municipalités. C'est bien le paradoxe, madame la sénatrice, c'est qu'au niveau national, la voix est très faible par rapport au nombre d'élus locaux que le Parti communiste a encore. C'est un parti qui a été qui est resté, je crois, très territorialisé et qui effectivement a perdu peut-être de cette visibilité à l'échelon national, mais qui ne lui empêche pas aujourd'hui encore d'avoir un groupe au Sénat, un groupe de sénateurs, un groupe de députés, donc dans les 2 chambres, des députés européens, des élus locaux, à tous les échelons, d'ailleurs, que ce soit. Donc voilà, je crois qu'on garde quand même cette force et cette proximité qui peut-être aujourd'hui ne transparaît pas à l'échelle médiatique nationale, mais qui en tout cas pour beaucoup de femmes et d'hommes, savent que nous sommes là et que nous sommes disponibles à leur côté pour améliorer leur vie et changer les choses. Alors Cécile Cukierman, vous êtes également sur la liste de Yann Brossa pour les élections européennes. Yann Brossa que vous connaissez bien puisque c'est l'autre co-porte-parole du PCF. On en parlera un peu plus tard de ces européennes. J'aimerais qu'on évoque le grand débat national. Vous le savez, il a pris fin cette semaine. Emmanuel Macron a bouclé son périple qui a été lancé à mi-janvier pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Il est allé il y a quelques jours en Bretagne, puis il est allé en Corse. Le président aura mené plus de 92 heures de discussion lors de 16 rencontres. Des premières mesures devraient être annoncées mi-avril. Vous êtes impatiente ? Écoutez, moi je suis impatiente, mais je crois que les Françaises et les Français le sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est bien de débattre, mais ce qu'il faut maintenant, c'est des mesures. Et ce que je constate, c'est que d'abord, pendant le temps du débat, Emmanuel Macron a continué d'annoncer et de faire des projets de loi qui vont être catastrophiques. On a la question des fonctionnaires, on a commencé, alors que soi-disant tout peut être débattu, à avoir des ministres qui commencent à remettre en cause la question de l'âge de départ à la retraite. On va reparler de ces 2 questions, mais il fallait mettre tout ça en suspens pendant le temps du débat. Non, justement, ça n'a pas été mis en suspens, parce que pendant ce temps-là, le gouvernement... Est-ce qu'il fallait le faire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, dire aux Français, on va débattre. Alors, si on débat, on peut partir du principe que c'est quand même pour entendre et écouter. Sinon, c'est pas débattre. Donc, on peut pas dire on va débattre et puis pendant ce temps-là, continuer de dérouler la politique que finalement une grande majorité des Français et des Français ne partagent pas. Et donc, pour une partie d'ailleurs, ils sont descendus sur les ronds-points à partir du mois de novembre. Donc, on a cette contradiction-là. On a également une contradiction, c'est que quand on lance le grand débat, on a cette fameuse lettre de cadrage que fait Emmanuel Macron, où il parle des 4 thèmes, etc., où l'on peut discuter de tout, mais où, dès le lendemain, on a un certain nombre de ministres, à commencer par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit « De toutes les façons, la question de l'impôt sur la fortune, on n'y touchera pas. On ne reviendra pas sur la suppression de l'ISF. » Le souci, c'est qu'au même moment dans le pays, et je crois qu'on a de partout les mêmes ronds-points, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des panneaux qui mettent de partout la fin de la suppression de l'ISF. Donc, si vous voulez, si le débat on a un gouvernement qui entend biaisé, discuter. Pourquoi est-ce que vous y avez participé ? Mais d'abord, nous y avons participé parce que je pense que dans ce temps-là, il y a eu besoin qu'une partie des Français se sont exprimés. Ce ne sont pas tous les Français qui se sont exprimés, ce ne sont pas tous les Français qui ont fait des contributions. C'est une partie seulement de la France qui s'est exprimée. Donc,
Bon, 1 500 000 contributions, a priori, oui, de ce qu'on nous dit, hein. 1 500 000 contributions issues de 500 000 personnes. Donc déjà, parce que, vous savez, les chiffres, on peut tous les tourner comme on veut, mais en fait, il y a 500 000 contributeurs, voilà, qui ont pu en faire plusieurs. Et puis, donc, on a cette question-là. 2, bien évidemment, nous sommes une formation politique. Nous sommes des élus. Bon, bien évidemment que nous sommes dans tous les lieux de débat. Mais d'ailleurs, pour y compris dénoncer parfois aussi la mascarade et l'hypocrisie de ce que certains, effectivement, appellent un grand débat qui entend partir du besoin des femmes et des hommes de notre pays, alors que, en même temps, puisque c'est l'expression consacrée pour ce quinquennat, en même temps, eh bien, nous avons un gouvernement qui, lui, a continué, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de faire sa politique. Donc c'est un peu une opération de com', ce grand débat. C'est une opération de com' grandeur nature. La mise en situation d'un président de la République jupitérien venant s'exprimer des heures et des heures, tombant la veste. Mais excusez-moi, moi je ne regarde pas une série télévisée quand je regarde le président de la République. Or, à un moment donné, on a eu effectivement un espèce de casting et de scénario qui s'est déroulé. Et on a été d'ailleurs un certain nombre sur l'ensemble de l'échiquier politique à le dénoncer. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne gratuite, tout frais payé, j'ai envie de dire, pour la liste En Marche aux européennes, parce que je crois que personne n'est dupe. Et que Emmanuel Macron, il y a une chose, je crois, qu'il doit entendre aujourd'hui, et l'ensemble, bien évidemment, de la République En Marche, c'est que la crise de la politique, je crois, est tellement grave aujourd'hui que ça ne peut pas être d'opération de com' en opération de com' qu'on réglera la question. Et donc, on peut passer des heures à faire un show en disant que on s'est réconcilié avec les élus locaux alors que 2 mois avant, on les a méprisés. On peut passer des heures à écouter un tel ou un tel sur ces problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est repenser, reconstruire et offrir de réelles perspectives politiques dans notre pays. Et selon un sondage Elab paru ce mercredi, 79% des Français estiment que ce grand débat national ne résoudra pas la crise politique. Alors on va s'intéresser à quelques fortes attentes qui ont émergé, en particulier la remise en question des élus. La démocratie représentative a été questionnée durant ce grand débat national. Les Français ont exprimé le souhait de pouvoir prendre plus directement la parole et prendre part aux décisions, notamment via le RIC, ce fameux référendum d'initiative citoyenne que le Parti communiste a défendu. Non, on n'a pas défendu en tant que tel. Nous proposons qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, effectivement. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui prévu dans la Constitution qu'il y ait de véritables... La nuance est très subtile, c'est dans le mode d'emploi que c'est subtil. Non, mais dans le mode d'emploi et sur le fond. Parce qu'effectivement, moi, je crois qu'il ne faut pas mentir. Et donc aujourd'hui, faire croire aux gens que l'on ferait des référendums sur tout et n'importe quoi pour faire et défaire n'est pas comme cela qu'on construit du commun et que l'on fait République ensemble. C'est ça l'objectif. Et nous sommes arrivés dans une situation telle, parfois aussi, mais qui est le fruit des politiques libérales de ces dernières décennies, d'individualisation, de repli sur soi, qu'il ne faudrait pas donner le sentiment que par des réponses un peu rapides, eh bien, tout se réglera. Et moi, d'abord, je sais une chose, c'est que dans notre pays, nous avons un défaut, c'est qu'on pense souvent qu'en modifiant les institutions, on va régler la crise sociale de notre pays. Or, ce qui s'est exprimé en tout premier lieu, c'est une crise sociale. C'est le ras-le-bol sur le prix de l'essence. C'est le ras-le-bol dans les territoires ruraux sur les conditions de vie d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui, tous les matins, vont travailler et, au milieu du mois, n'ont pas d'argent. Donc la question du référendum d'initiative citoyenne, elle est à reposer parce qu'effectivement, nous sommes dans un pays où, en plus, les rares référendums qu'il y a eu, le dernier notamment en 2005, on a en plus eu des gouvernements qui se sont assis dessus et qui, alors que les Français avaient voté non, eh bien, on dit c'est pas grave, on va quand même faire. Parce que non mais donc plutôt le RIP que le RIC, j'ai compris. Donc la crise politique elle est là. Mais ensuite, voilà, la question du référendum, c'est qui écrit la loi, qui la contrôle, qui la propose, à combien, et de cela il faut en discuter. Donc le référendum révocatoire dont on a aussi beaucoup entendu parler, ça vous l'écartez complètement. Le fait de pouvoir régulièrement dire cet élu ne me convient plus, je le révoque. Sur les personnes, ah oui, non, moi je ne suis pas pour un référendum révocatoire sur les personnes, parce que je pense que... Même si j'entends le pourquoi certains le disent, le demandent, et donc je ne remets pas en cause la sincérité de leurs propositions à ce moment-là, je pense que inévitablement, c'est le renforcement de l'hyper-personnalisation et
quelque part, d'un grand show de comédie, plus que de la vie politique qui, et ça, il va falloir peut-être aussi qu'on en rediscute collectivement, qui prend du temps. Réfléchir, débattre, agir, proposer, ce sont des choses qui prennent du temps et on est dans une société de l'immédiateté. Donc nous avons ce décalage-là. Mais si on veut faire avec tout le monde le plus et le mieux possible dans l'intérêt général, il faut savoir des fois prendre le temps. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites là. Ça veut dire que Emmanuel Macron, qu'on a élu il y a 2 ans et demi à peine, n'a pas encore eu le temps de faire tout ce qu'il avait prévu de faire. Donc c'est un peu rapide pour le juger maintenant, non? Mais le souci, c'est que d'abord, il a eu le temps de faire, y compris ce qu'il n'avait pas annoncé. Parce que si vous voulez, la baisse des APL, personne ne l'avait vu venir. L'augmentation aussi rapide de la CSG, personne ne l'avait vu venir. Ça, c'était dans le programme. Mais pas dans cette immédiateté, justement. Voilà. Donc, le temps est celui-ci. Deuxièmement, on a tous en tête les conditions de l'élection présidentielle de 2017. On ne peut pas dire qu'il soit élu par une adhésion à son programme. Et je crois que d'ailleurs, l'erreur que font un certain nombre de ministres ou de députés de la majorité présidentielle aujourd'hui est celle-ci. C'est-à-dire que quand ils s'expriment en disant qu'ils ont été élus majoritairement, c'est quand même oublier le fait qu'il y a eu un second tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen et que si Emmanuel Macron a été élu, c'est aussi pour ces raisons-là. Donc ce n'est pas une adhésion à son programme. Donc je crois que tout ça, il faut l'entendre et que peut-être justement, il aurait eu raison de prendre un peu plus le temps d'entendre ce qui se passe sur les territoires plutôt que de se précipiter à avoir des députés des députés Internet qui ont déposé un CV sur Internet, qui sont des députés, je m'excuse, mais pour une grande partie hors sol, et qui du coup, sont coupés de la réalité du quotidien. J'en reviens aux propositions qui se sont faites jour lors de ce grand débat national. Le vote blanc, la prise en compte du vote blanc, vous y seriez favorable ? Écoutez, c'est une demande qui monte depuis de nombreuses années. Je crois que la difficulté qu'on peut avoir avec le vote blanc, c'est que ça ne répond pas à la question, finalement, que quand on est sur des élections nominales, qu'elles soient avec une liste, qu'elles soient uninominales avec une seule personne, à un moment donné, il y a aussi besoin de choisir et de décider. On peut bien évidemment prendre en compte le vote blanc. Je crois malheureusement que ce n'est pas ça qui résoudra la vraie difficulté qu'ont une grande partie de nos concitoyens aujourd'hui, finalement, à se retrouver dans la vie politique, aussi diverse qu'elle soit d'ailleurs. La proportionnelle, est-ce que vous trouvez normal que le Front National, le Rassemblement National maintenant, qui arrive au 2e tour de la présidentielle, ait moins de parlementaires que le Parti communiste, par exemple ? Écoutez, alors nous avons un débat, y compris au sein du Parti communiste, et je sais que certains défendent très fortement la proportionnelle. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, je n'y suis pas favorable en l'état, là encore aujourd'hui. Je crois d'abord que ce n'est pas les règles de la démocratie française. Depuis la Révolution française, nous désignons des représentants de façon nominale. Par des secteurs géographiques qui ont évolué avec le temps, mais les représentants du tiers-État ont été désignés en tant qu'individus également, porteurs de propositions, porteurs de programmes. Et donc je crois que l'histoire de notre pays l'a d'ailleurs montré, ce n'est pas là encore le mode de scrutin qui fait ou qui défait des rapports de force et qui fait avancer les choses. Donc, la question de la proportionnelle, s'il faut la poser, il faut la reposer dans une 6e République, avec d'autres rapports, avec une population qui se forme et qui est intéressée et qui travaille effectivement à la chose politique pour avancer réellement sur les contenus. On n'a plus de culture politique aujourd'hui en France, c'est ce que vous dites ? Oui, on perd de la culture politique pour plein de raisons. Je pense que, compris l'immédiateté de l'information permanente, la multiplication des chaînes infos dont nous sommes toutes et tous friands par ailleurs, quoi. Voilà, donc je ne fais pas de jugement de valeur sur tel ou tel comportement dans notre société, mais c'est une réalité. Il y a une vie politique aujourd'hui qui s'est affaiblie. Voilà, au-delà de rapports de force, elle s'est affaiblie. Et finalement, on en est toutes et tous un peu les victimes. Et aussi une image du personnel politique, des élus qui s'est affaiblie. Et parmi les réponses qui semblent vouloir être apportées, c'est la baisse du nombre de parlementaires. Moins de députés, moins de sénateurs.
Bah écoutez, si avec moins d'élus on fait mieux, je veux bien l'entendre. Moi, je ne sais pas faire. Je sais que depuis quelques années, là encore, dans notre pays, on a eu un certain nombre de politiques majoritaires qui nous ont expliqué qu'on faisait toujours mieux avec moins. Moi, je crois que Mais quoi, c'est de la démagogie je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est de la démagogie. Je crois même que c'est très dangereux. C'est même plus de la démagogie. Je crois que c'est vraiment du populisme. Et vous savez, dans notre pays, l'antiparlementarisme, il n'a jamais conduit à de bonnes choses. Et donc, la vraie question, c'est effectivement... comment sont élus les parlementaires? Pour combien de temps? Avec quel pouvoir réel? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un Parlement, Assemblée nationale et Sénat, qui a perdu du pouvoir et qui a perdu de la possibilité à faire la loi, qui a perdu de la possibilité à contrôler l'action du gouvernement, même si ces dernières semaines, le Sénat a repris son rôle actif dans le contrôle du gouvernement. Mais voilà, donc ce sont toutes ces questions-là qu'il faut poser. Mais réduire le nombre d'élus, et moi je le dis très tranquillement, y compris en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Réduire le nombre d'élus, ça veut dire que les parlementaires seront moins présents sur le terrain auprès des habitants de la circonscription qu'ils représentent. Donc, peut-être un peu reconnaître le vote blanc, peut-être un petit peu baisser le nombre... Enfin, en tout cas, redonner du pouvoir aux parlementaires. Redonner du pouvoir, mais je suis contre la baisse du nombre de parlementaires. J'ai bien compris. Redonner du pouvoir aux députés et aux sénateurs, peut-être une petite dose de proportionnel. Tout ça, c'est la 6e République. C'est une 6e République. Oui, bien sûr, mais nous avons une 5e République qui est à bout de souffle aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que le Parti communiste appelle à une 6e République. Oui, mais nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours fait. Je pense qu'il y a besoin de tout remettre à plat. Et d'ailleurs, mais on le voit bien, ce qui est en train de se passer, y compris depuis le quinquennat, l'inversion du calendrier, etc., amène à... Mais vous disiez également, on a un président de la République qui est élu. Dans les 6 mois qui suivent, c'est la vedette de tous les sondages. 6 mois après, c'est la chute libre, quel qu'il soit. D'ailleurs, on a connu ça sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron. Donc voilà, on sent bien qu'on rentre dans une fin de 5e République qui n'est plus là pour répondre à la construction de réponses pour le peuple, mais qui, oui, voilà, est en train de se diliter. Donc, il y a besoin de repenser une 6e République qui redonne réellement ce que veut dire République, le pouvoir du peuple. La mobilisation des Gilets jaunes, j'y reviens. On vit ce week-end le 21e week-end de mobilisation. Elle doit cesser, cette mobilisation. Ça a assez duré. Et la mobilisation cessera quand les réponses politiques seront là. Donc voilà, moi je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, il y a 2 choses. Il y a la mobilisation de celles et de ceux qui sont les Gilets jaunes, qui sont moins nombreux qu'au début, mais qui restent encore. Et, on en croise d'ailleurs encore un certain nombre sur nos ronds-points, d'ailleurs. Donc, j'en voyais encore ce matin en quittant mon département. Donc, je veux dire, ces femmes et ces hommes, d'abord, ils ont des revendications. Donc, si elles ne sont pas entendues, bien évidemment, si elles ne sont pas débattues, voilà. Ils sont vraiment plus très nombreux, hein, à peine quelques milliers. Cela continuera. Mais deuxièmement, il y a aujourd'hui des manifestations avec, je n'ose même plus qualifier ça de débordement, mais avec des gens effectivement qui n'ont rien à voir avec des manifestants, qui sont des gens qui s'infiltrent et qui viennent là pour casser et pour détruire. Votre avis là-dessus ? Ah mais moi, je l'ai toujours dit. Moi, vous savez, moi, je suis une femme de gauche, j'ai toujours manifesté. Manifester, c'est un droit constitutionnel et ça doit être fait en toute sécurité. Ces gens-là ne sont pas là pour manifester et nuisent à la sécurité de la manifestation. Donc moi, je veux bien que dans notre pays, la France, avec toutes les lois que l'on a pu voter sur la sécurité, la surveillance, le terrorisme, ceci, le cela, on est aujourd'hui 1000 personnes qui mettent à feu et à sang l'avenue des Champs-Élysées. Alors pourquoi s'être opposé à la loi anti-casseurs ? Donc, mais parce que les mesures, elles existent aujourd'hui. Et que l'on sait bien, et on l'a vu avec la question des fichages, on l'a vu avec un certain nombre d'autres choses. Par contre, ce qui m'étonnera toujours, c'est comment effectivement on peut laisser des black blocs qui sont capables de détruire, y compris de casser du manifestant et du flic, voilà, je vais le dire comme ça. Et d'un autre côté, on peut avoir des lois qui effectivement savent surveiller avec la plus grande attention des militants syndicalistes. Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre là ? Que le gouvernement a instrumentalisé les black blocs ? Non, ça je ne me permettrai pas, je ne pense pas qu'il les ait instrumentalisés, mais aujourd'hui il faut... D'abord, il a trop traîné, et il aurait fallu agir beaucoup plus vite, et donc effectivement on est dans une situation de crise, et donc il faut à un moment donné effectivement sécuriser un certain nombre de lieux, sécuriser un certain nombre d'accès, et il faut renforcer la sécurisation avec des gens qui
une fois qu'ils sont arrêtés et condamnés, doivent, moi je le pense, être interdits de manifester. Voilà. Comme quand on est élu, quand on fait une faute, eh bien il est interdit de se présenter aux élections suivantes. C'est-à-dire que pendant un temps donné, voilà. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et donc, si on veut le préserver, il faut vraiment être très vigilant à ce qui se passe, ce qui se fait dans ces manifestations, pour que cela reste effectivement ce qui a fait la force de la démocratie française. Alors à propos de la loi anti-casseurs, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel cette semaine a censuré l'interdiction administrative de manifester. C'était une des dispositions phares de cette loi anti-casseurs. Les autres mesures de la boîte à outils en revanche ont été validées. On pense notamment à l'autorisation de fouiller les sacs et les véhicules aux abords des manifestations ou encore la création du délit de dissimulation volontaire du visage. Les pillages ont coûté 200 millions d'euros, selon la Fédération française de l'assurance. 10 000 déclarations de sinistres. Ça vous inspire quoi? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est dramatique. Mais moi, je connais... voilà, à Saint-Étienne, nous avons effectivement aujourd'hui des commerçants qui sont qui sont prêts à fermer leur boutique en grande difficulté, mais qui, pour certains, sont en dépôt de bilan, risquent de fermer parce que, entre eux, bien évidemment, les fermetures successives chaque week-end, et puis quand il y a eu des dégradations ou pillages à l'intérieur de boutiques, là, on passe encore, bien évidemment, en difficulté supplémentaire. Donc voilà. Et quand le gouvernement dit ceux qui continuent à manifester se rendent complices des casseurs? Non, mais si vous voulez, bien sûr, oui. Et puis le gouvernement se rend complice des casseurs parce qu'il n'apporte pas de réponse politique. Non, mais en fait, si vous voulez, à la petite phrase la plus idiote, je pense qu'on peut encore continuer à grimper. Alors ça, c'est une notion qui a été souvent répétée par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, par le président lui-même. Donc j'attends du gouvernement et du président de la République autre chose que de la petite phrase moralisatrice et du jugement de valeur sur ce que font les gens. Parce qu'aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que c'est la politique qu'ils ont faite. Et moi, d'ailleurs, vous avez raison de parler aujourd'hui de la situation des commerces dans un certain nombre des villes de notre région, mais au-delà de ça, des villes de France. Et d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un dispositif que notre groupe a voté, parce que c'est une réalité économique. Mais vous voyez... moi, ça me fait parfois un peu sourire. C'est-à-dire que quand nous auditionnons au Sénat M. Castaner et M. Le Maire pour justement avoir un rendu suite aux incidents des Champs-Élysées. Bon, Bruno Le Maire, pendant quand même une demi-heure, nous explique que tout va bien et que notre économie se porte très bien. Donc, il ne faut pas avoir deux discours. Moi, je crois on a effectivement une situation, notamment du petit commerce de centre-ville, qui est déjà en plus fragilisé par plein d'autres choses et plein d'autres comportements de consommateurs. Et que effectivement... vous le disiez, cette 21e journée de mobilisation, à un moment donné, pose souci. Et donc, il faut en sortir. Et on en sort par des réponses politiques. Et alors que ce mouvement des Gilets jaunes se poursuit, il y a une réforme qui risque de mal passer, en tout cas une cacophonie qui fait mauvais genre, c'est celle, vous l'avez évoqué, de la réforme des retraites. La polémique enfle ces dernières semaines sur l'âge de départ en retraite. L'exécutif et la majorité se divisent entre ceux qui poussent à travailler plus longtemps et ceux qui s'opposent au report de l'âge légal. Alors Édouard Philippe a jugé que c'était légitime de se poser la question. La ministre de la Santé l'a plutôt suivi. Le ministre des Comptes publics a également suivi sur cet ordre d'idées. Les parlementaires En Marche, eux, ont plutôt la position inverse. Qu'en pensez ? Écoutez, moi je suis contre d'abord l'augmentation de l'âge de départ en retraite. Parce que on a une difficulté dans notre pays. Donc on augmente les cotisations ? Non mais, attendez. D'abord, on n'est pas dans un pays qui est au bord du gouffre, économiquement parlant. On est dans un pays quand même, de temps en temps, j'aime bien le rappeler, qui est la 6e puissance du monde. Parce que parfois, à entendre certains, on aurait le sentiment qu'on vit dans l'extrême pauvreté, qu'il n'y a aucune richesse de produite dans ce pays, et que donc c'est la catastrophe. Donc, je crois que d'abord, il faut le rappeler. Deuxièmement, il est normal que quand on a travaillé pendant une durée, on puisse avoir le droit à la retraite. C'est d'ailleurs pour cela que pendant des années, on a dit que le niveau de vie augmentait, que l'âge de la vie augmentait, justement parce qu'il y avait aussi ce temps de départ à la retraite. Donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est effectivement comment est-ce qu'on équilibre, parce que c'est le principe de la retraite par répartition, comment est-ce que l'on équilibre et comment est-ce que l'on continue de faire vivre la solidarité nationale pour permettre le départ à la retraite. Donc soit on se dit, finalement, chacun est un peu responsable et donc
soit on augmente les cotisations, soit on dit aux gens, bah, écoutez, si vous voulez partir à la retraite, vous travaillerez plus longtemps, avec quand même une vraie difficulté. Soit on baisse les pensions, il y a 3 solutions. Non, mais soit avec quand même toujours une difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente l'âge de départ en retraite, dans la réalité, moi, les boîtes, à 58 ans, vous êtes trop vieux et vous faites virer. Non, mais parce que moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il faut travailler demain jusqu'à 64 ans, mais si c'est à 58 ans pour les virer, ce sera quand même compliqué et on va encore plus précariser les gens. Du Parti communiste, et donc, la troisième solution, mais attendez, mais, vous savez, quand vous faites des dépenses, vous pouvez réduire vos dépenses, et puis ensuite, parce que vous êtes l'État, notamment, vous pouvez augmenter vos recettes. Mais non, il y a trop de fiscalité. Non, mais, il y a trop de fiscalité. C'est marrant comment, quand on dit qu'on veut augmenter les recettes, c'est la question de la fiscalité qui revient. Bah, il faut prendre l'argent. Aujourd'hui, le CICE. Le CICE, c'est de l'argent public. Ah, donc c'est des économies. C'est de l'argent public qui est donné à des entreprises, dont un certain nombre, de la grande distribution, je ne ferai pas de publicité ici sur les grands supermarchés qui font la couronne grenobloise, ont licencié et d'ailleurs ferment un certain nombre de magasins. Bon, voilà, est-ce qu'on continue ? Donc, ce n'est pas des économies, c'est cet argent-là. Est-ce qu'on continue de le dépenser pour le donner alors qu'on sait que ça n'a aucun impact sur l'emploi ? Ou est-ce que cet argent-là, du budget de l'État, on se dit, eh bien, on le prend et on le met à la disposition des retraites ou d'autres. Est-ce que la question de l'égalité salariale, où tous les 8 mars, on a des grands papiers dans la presse écrite, à la télé, à la radio, etc., sur le fait que vraiment, voilà, les inégalités salariales sont toujours autant importantes d'ailleurs d'une année sur l'autre. Moi-même, pendant 5 ans, j'ai été en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes dans cette région. Donc voilà, je connais très bien le sujet. Est-ce qu'on s'attaque réellement à cette bataille-là, y compris en mettant les inspecteurs du travail nécessaires qu'il faut pour aller contrôler cela, et donc ainsi générer des nouvelles recettes, parce que finalement, vous savez, quand les salaires sont élevés, quand les gens travaillent, eh bien, ils apportent des cotisations. Et donc, bien évidemment, la lutte aujourd'hui contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, vous savez, si on arrivait à une égalité réelle, on en serait à 10 milliards d'euros supplémentaires pour la sécurité sociale. Voilà. Je vous passe pas le travail dissimulé, les travails détachés. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand je dis, moi, je ne suis pas pour augmenter l'âge de départ à la retraite, je ne dis pas en même temps, tout va bien, le système... Non, il y a donc d'autres mesures à prendre pour amener ces recettes nécessaires et ainsi stabiliser le système de retraite par répartition. J'ai compris, on va chercher des recettes. Il y a une autre piste qui est évoquée. Sans augmenter les impôts. Non, parce que voilà. J'ai bien compris. Il y a une autre piste, c'est supprimer les 42 régimes de retraite actuels de façon à avoir un système universel. Bah écoutez, je vois pas en quoi supprimer les régimes de retraite actuels, de toute façon... Il y en a qui sont plus généreux que d'autres. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas ça qui met aujourd'hui le système en déséquilibre d'ailleurs, puisque ce sont généralement des systèmes qui sont en plus eux-mêmes à l'équilibre, pour plein de raisons historiques. Mais vous qui parlez d'égalité, ça vous semble logique qu'il y ait un système, par exemple, pour les salariés de la Comédie Française ou de l'Opéra de Paris? Il y a un régime de retraite pour... Bien sûr. Mais vous savez... On peut tout pour les parlementaires. Pour les parlementaires. Mais tout comme il y a des régimes fiscaux pour les journalistes. Absolument. Voilà. Bon, donc en fait, il y a plein de choses qui sont ce qu'on appelle des régimes spéciaux, qui ont une histoire et qui peuvent parfois se justifier. Si aujourd'hui on décide de tout remettre à plat, parce qu'on peut remettre, quoi. Voilà, y compris, on l'a vu sur la question, on va la voir sur la question des fonctionnaires. Bien sûr qu'il y a parfois de remettre à plat. Et faire de la politique, c'est aussi avoir ce courage, cette audace de remettre à plat. Mais il faut tout remettre à plat, avoir un dialogue social réel avec tous, et à partir de là, reconstruire les droits. Mais si, demain, c'est remettre à plat pour que finalement, certains aient encore moins qu'aujourd'hui, et que d'autres aient un peu moins qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour qu'à la fin, tout le monde vive moins bien, moi, ça ne m'en satisfait pas. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas parce que mon voisin gagnera plus ou moins que moi, je vivrai mieux. Et donc, il y a besoin de ce que je disais au début, repenser collectivement et de faire du commun. C'est ça la République. Une dernière question sur ce sujet. Le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guerini, a proposé pour financer la dépendance de supprimer un jour férié. Bah oui, bien sûr. Et puis, mais je crois que c'était une grande blague du 1er avril. On n'a qu'à effectivement faire travailler les gens le 1er mai. Puis tout le monde sera content, il n'y aura plus de manifestations dans notre pays. Non mais... Voilà, on en revient encore à la même chose, quoi. Bon, et est-ce qu'il y aura une journée où les riches paieront les impôts qu'ils doivent, et est-ce qu'il y aura une journée où finalement l'évasion fiscale cessera? Non, mais vous voyez, je crois que comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte de la petite phrase. La question mais quelques minutes quand même. La dépendance, c'est aujourd'hui la priorité pour énormément de gens. Mais il faut la financer.
Donc il faut la financer. Mais donc, j'attends autre chose du parti qui est majoritaire dans ce pays, à l'Assemblée nationale en tout cas, que simplement qu'on me dise il faut supprimer un jour férié. S'ils n'ont que ça comme proposition, il faut mieux arrêter. Ils vont planter des choux, puis ils arrêtent de faire de la politique. D'autres s'en chargeront. Allez, un mot sur le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale depuis 2004, présidente du groupe communiste. Le président Wauquiez s'en sort plutôt bien, non? Il baisse les dépenses de fonctionnement, il augmente l'investissement, la fiscalité n'a pas bougé. Si tout va bien dans le meilleur des mondes. Écoutez, oui, moi, j'ai pas tout à fait le même retour ni la même appréciation. Puis, de toutes les façons, je ne viens pas ici pour lui faire un satisfecit. Donc, voilà. Je crois que c'est aussi la démocratie qui veut ça. Non, on peut se targuer, effectivement. L'exécutif le fait très bien d'être la région la mieux gérée de France. Hein. Nous avons vu tous dans notre région de grandes affiches. Je tiens quand même à rappeler que depuis son arrivée, l'ensemble du monde associatif, dans toute sa diversité, a été fragilisé, qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois associatifs qui ont été supprimés. Et donc, quand je dis cela, c'est autant d'associations qui agissent au plus près, dans nos territoires, dans nos quartiers, dans les villages, et qui font justement ce lien social. Vous voyez, comme j'entends M. Wauquiez donner des leçons sur les contreparties du RSA, etc. Mais si on ne détricotait pas l'ensemble du travail du monde associatif, environnemental, social, culturel, etc., eh bien peut-être qu'avec un meilleur lien social, on n'en serait pas justement à arriver à demander des contreparties au nom d'idéaux politiques complètement dépassés. Les élections européennes, ce sera le 26 mai prochain en un seul tour, je le rappelle. Vous êtes donc sur la liste du Parti communiste français, symboliquement, à 4 places de la fin de la liste. Très symboliquement et vraiment pour pousser cette liste. Bon, une liste que vous avez présentée arc-en-ciel, avec des blouses blanches, des gilets jaunes, des robes noires, des bottes vertes et des chasubles rouges. Ben voilà, mais je crois que c'est en tout cas une liste alors arc-en-ciel, une liste en tout cas métissée, une liste à l'image de celles et de ceux qui travaillent dans notre pays, de celles et de ceux qui finalement font la France. Une liste effectivement, je crois, à l'image en plus, on le disait, avec des professions très diverses, avec des territoires, bien évidemment, c'est une liste nationale également très divers, des gens issus de quartiers populaires, des gens issus de villages, des agriculteurs, des ouvriers, des... Bon, elle est quand même conduite par Yann Brossa, qui est adjoint au maire de Paris, oui, très proche d'Anne Hidalgo. Pourquoi je ne choisirais pas la liste socialiste plutôt que celle du Parti communiste, puisque finalement, il mène la même politique à Paris? Alors non, d'abord, oui, effectivement, il est adjoint, sauf que si vous regardez quand même la liste de places publiques aujourd'hui et la liste que nous présentons, d'abord, ce n'est pas la même configuration, justement, des profils des candidats. Et notre deuxième de liste, qui est ouvrière du nord de la France, voilà, si elle est demain élue, c'est une ouvrière qui entrera au Parlement européen. Et je crois que par rapport à ce qu'on disait au début de cette émission sur ce sentiment d'être souvent mal représenté, eh bien, c'est aussi cette possibilité avec ces femmes et ces hommes de cette liste de se sentir mieux représentés. Puis il y a quand même une grande différence, c'est que cette liste et le Parti communiste français a toujours refusé les traités européens qui ont fait l'Europe libérale dont nous subissons aujourd'hui au quotidien le désastre, la casse des services publics dans notre pays, la difficulté de l'agriculture française. Contrairement aux parlementaires socialistes. Mais bien sûr, c'est ce que vous mais bien évidemment. Mais moi, je veux dire, nous avons appelé à voter contre Maastricht, nous avons appelé à voter contre en 2005. Nous avons eu des députés européens au sein du groupe de la gauche européenne qui ont toujours défendu ce besoin, non pas de moins, mais de plus de services publics, parce que c'est ce qui permet justement, quelle que soit sa condition sociale et territoriale, eh bien, d'avoir accès aux mêmes droits. Donc il y a des différences. Qu'ensuite, sur des projets locaux dans une commune, nous arrivions à travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population. Mais cela aussi a toujours existé. Donc je crois que, parce que moi on me dit, oui, mais il y a plein de listes à gauche. Mais aux élections européennes, il y a toujours eu plusieurs listes, parce que sur cette question européenne, la gauche est constituée de plusieurs familles. Voilà, Europe Écologie Les Verts souhaite une Europe régionaliste, fédéraliste. Mais conclusion, le Parti communiste fait 2% dans les sondages. Mais écoutez, on verra bien. Moi, vous savez, j'ai fait une campagne aux élections régionales. On m'a dit que je ne dépasserais pas les 2%. J'ai fini à 5,5%. Aujourd'hui, on a un groupe avec 7 élus. Et je crois qu'au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous nous faisons entendre. Nous sommes reconnus, y compris pour le travail que nous y menons et l'opposition que nous avons avec Quand on a des élus, mais à 2%, vous n'avez aucun élu. Non, mais donc,
On verra le 26 mai combien on fait. Et en tout cas, moi, d'ici là, c'est l'objectif de cette campagne. C'est l'objectif du meeting que nous avons eu vendredi soir à Échirolles avec Yann Brossat. C'est justement de donner envie, de faire connaître notre liste et que de partout dans le territoire, en tout cas, cette rencontre avec la population puisse avoir lieu. Mais c'est aussi prendre un risque. Est-ce qu'il y a eu un fossé aussi important entre la France insoumise, le Parti communiste français, génération de Benoît Hamon, qui vous pousse à aller finalement prendre le risque de n'avoir aucun élu? Moi, je ne fais pas de la politique avec du risque ou pas du risque. C'est-à-dire que, je fais de la politique pour répondre à des objectifs et à des engagements. Donc, prendre du risque ou ne pas en prendre, j'ai envie de dire, je fais avec sincérité. Parce que sinon, si vous voulez, oui, bien sûr, on peut tous se mettre autour d'une table, on fait une liste, il n'y a plus de sincérité, je ne suis pas sûre qu'on réponde aux besoins. Deuxièmement, pour faire avec les autres, il faut aussi que les autres le souhaitent. Voilà, bon, la France insoumise a annoncé dès le départ qu'elle ferait sa liste et que nous n'en saurons pas. Bon, dont acte, c'est fait. Vous le regrettez. Mais je le regrette, mais bien évidemment. Mais après, ce que vous voulez, je ne vais pas passer mon temps. Je pense que nous sommes dans un parti qui avait la capacité de faire sa liste. Il y a encore, il y aura des discussions, je crois, jusqu'au bout avec d'autres formations politiques pour peut-être voir ce qui peut être fait. Mais je crois que maintenant, de toute façon, le temps de la campagne est ouvert. Et vraiment, je le redis, moi, je suis très fière d'être sur une liste, effectivement, qui toujours a défendu l'Europe sociale et s'est opposée à l'Europe libérale telle qu'elle se construit aujourd'hui. Et on est effectivement au tout début de la campagne. Merci Cécile Cukierman d'être passée par le Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour la question bonus à Cécile Cukierman et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.